Bonjour, ça faisait longtemps? Il y a plein d'œuvres qui m'intéressent pas au premier coup d'œil et surtout ce qu'on peut appeler les vieux films. Généralement, c'est des œuvres qui me passent au-dessus et m'intéressent pas vraiment. Vieux films et films cultes se confondent souvent. Et la majorité du temps, quand quelqu'un me parle d'un vieux film et souhaite que je le regarde, l'argument qu'il donne c'est « regarde-le parce que c'est culte ». Sauf que c'est un argument qui n'a jamais marché pour moi et c'est pas suffisant. Quand j'entends cette phrase, je perds directement tout intérêt. Jamais je vais regarder un film uniquement parce qu'on me dit que c'est culte. Et il y en a certains que j'ai fait exprès d'éviter. Par exemple, je sais que 2001 est un super film, mais que je vais m'emmerder en le regardant, parce que c'est pas du tout mon style, du coup je m'arrête là. Je me suis dit que potentiellement les vieux films c'était juste quelque chose qui ne m'intéressait pas, et j'avais aussi souvent tendance à associer vieux film égale film chiant. J'ai peu à peu abandonné l'idée de regarder des vieux films, et je trouvais largement mon compte dans les sorties récentes, quand les cinémas diffusent encore Tenet et Adieu les cons. To do what I do, I need some idea of the threat we face. Il pose son arme et on va discuter tranquillement. J'aurais pu m'arrêter là, sauf que j'aime comprendre les choses et je suis assez curieux. Du coup, si j'aime Star Wars et Alien, pourquoi est-ce que les autres vieux films qu'on me propose m'intéressent pas? Qu'est-ce qui colle pas dans l'histoire? Au final, la réponse était plutôt simple. Quand on me parlait d'un vieux film, on cherchait pas forcément à m'intéresser et on me disait pas ce qui faisait la saveur de ce film. Depuis, j'ai vu quelques films plus anciens et je laisse désormais leur chance à des propositions différentes de ce que j'ai l'habitude de voir, qu'il s'agisse à la fois de livres, séries ou bien de jeux vidéo. Alors après avoir vu Le Parrain, j'ai décidé de ne pas faire les choses à moitié et de regarder Casablanca, un film en noir et blanc de 1942. Ne partez pas maintenant, si moi j'ai vu un film en noir et blanc, c'est qu'il y a un truc cool dedans. It had to be you. It had to be you. Casablanca mélange drame, romance et film de guerre. Mais surtout, c'est un film de personnages. Le film vit par et pour eux, et chaque personnage qu'on voit nous intrigue en quelques instants. Dans le film, la majorité de l'action se déroule autour du Café Drake, où toutes les classes sociales se mélangent. Seconde Guerre mondiale et régime de Vichy oblige, on y retrouve pêle-mêle nazis, français, réfugiés, américains, voleurs, policiers, bref, tout plein de monde. Au milieu de cette histoire, on a donc Rick, qui est un américain qui détient un café nommé le Rick's Café américain, et on connaît pas grand chose de lui au départ, mais on retient une chose rapidement. Jamais Rick n'interfère dans les affaires des autres. Il reste toujours neutre, même lorsqu'un personnage menacé de mort cherche refuge chez lui. Vous avez peut-être entendu parler de personnages gris dans des films ou bien des livres, et ici on en a le parfait exemple avec le capitaine Renault, qui est vraiment incroyable et qui marque très facilement. On ne sait jamais de quel bord il est, et on est toujours surpris par ses réactions, et on se demande comment il va réagir à chaque scène dans laquelle il est. Le film s'articule ainsi dès le début entre deux personnages passionnants, et un lieu qui sert de plaque tournante pour les réfugiés et les nazis. Pour les uns, c'est la promesse d'un lieu de départ vers l'Amérique grâce aux lettres de transit, pour les autres, c'est la possibilité d'arrêter les personnes recherchées. La situation à Casablanca est déjà tendue, et l'arrivée d'une personne dans le café Drake va tout chambouler. La majorité des regards se tournent vers Victor Laszlo, résistant recherché par l'armée nazie, mais ceux du spectateur vont rapidement rester rivés sur sa femme, Ilsa Lund. Hello, Sam. Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. Where is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't coming. He went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, Sam. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Qu'il s'agisse d'Ilsa ou de Rick, aucun des deux ne s'attendait à se revoir. Est-ce là le destin? Peut-être. De tous les bistrots, de toutes les villes du monde, il fallait qu'elle rentre dans mon café. Ilsa et Victor cherchent à obtenir des lettres de transit pour rejoindre l'Amérique, mais pour ça, ils vont avoir besoin de l'aide de Rick. Sauf que lui ne s'implique jamais dans les affaires des autres. Casablanca propose donc ici deux anciens amours, un passé à découvrir, un mari recherché par l'armée nazie, des lettres de transit, une marge de manœuvre de plus en plus réduite et un capitaine dont on ne peut jamais deviner la prochaine action. Après avoir planté son décor de manière efficace, Casablanca va ainsi dérouler ses enjeux et ses questions. Que s'est-il passé entre Rick et Ilsa?
Va-t-elle réussir à le convaincre de les aider? Laszlo va-t-il se faire capturer par les nazis? Vont-ils pouvoir s'enfuir en Amérique? Est-ce que tout le monde pourra rester en vie? Si Casablanca est pris en exemple dans un livre sur le scénario, c'est pas pour rien. Sa composition, ses personnages, sa structure sont tous parfaitement exécutés et bien présentés. Chaque scène, chaque indice attise notre curiosité et nous donne envie de découvrir la prochaine scène. Le film arrive à nous étonner tout du long et j'ai été le premier surpris de voir à quel point je pensais encore au film plusieurs jours après l'avoir vu. Comme quoi, j'ai bien fait de pas m'arrêter aux premiers a priori que je pouvais avoir des films en noir et blanc, et désormais, je pense que je suis plus enthousiasmé à l'idée de voir un film en noir et blanc des années 40-50 qu'un film en couleur des années 80. En parlant d'a priori, c'est souvent les premiers retours qu'on entend d'une œuvre qui vont nous conditionner à penser si un truc va nous plaire ou non. Souvent c'est bien utile, comme ça pour le moment j'ai pu éviter la purge qu'est l'air d'être Wonder Woman 1984, mais parfois ça t'empêche de tenter des trucs intéressants. Pour mon cas, j'avais évité exprès cette série, mais à force qu'un ami m'en parle, j'ai décidé de lui laisser sa chance. Il s'agit probablement d'une des séries les plus étonnantes que j'ai pu voir en termes de mise en scène, et je suis emballé rien qu'à l'idée de vous en parler, surtout pour une scène en particulier. Et cette série, elle s'appelle Si. Some say sight was taken from them by God to heal the earth. Le délire de Si, c'est que l'humanité a été contaminée par un virus tuant des millions de personnes et rendant les survivants aveugles. L'histoire de la série commence 600 ans après notre ère, et l'humanité est désormais revenue à un mode de vie primitif avec tribus, haches, royaumes et compagnie. Jason Momoa tient le rôle principal de la série, et c'est déjà un très bon point. Vous devez connaître sa dégaine pour quelques projets un poil connus. Il interprète un chef de tribu nommé Baba Voss qui prend pour épouse Magra, une étrangère enceinte de jumeaux. Et c'est ces jumeaux qui vont tout déclencher car ils vont naître avec la vue. Ça peut sembler un peu couillon mais ça change tout. Et la série arrive superbement à nous le montrer dans les scènes d'action. Ça j'y reviendrai un peu plus tard. Dans le monde de Si, les voyants sont considérés comme des sorcières et menacent l'équilibre. Les chasseurs de sorcières, si techniquement comme ça qu'ils s'appellent, cherchent donc à les tuer au plus vite et on les retrouve dès le début de l'épisode 1 où Baba Voss et sa tribu vont devoir les affronter alors qu'ils poursuivent Magra et les jumeaux dont elle est enceinte. Toute la série va être articulée sur cette traque, entre d'un côté la reine et ses chasseurs de sorcières, et de l'autre Baba Voss et les siens. Mais du coup, en quoi ça avait l'air d'être naze? Il y avait plein de signaux partout qui pouvaient dissuader tout le monde de regarder la série. Premièrement, les critiques américaines étaient toutes négatives, mais pour ajouter plus de contexte à tout ça et un peu plus de relief, la quasi-entièreté des critiques américaines pour les séries d'Apple TV+ en 2019 était assez assassine, sans que ce soit forcément trop justifié d'ailleurs. A savoir que généralement, les journalistes reçoivent seulement les 3-4 premiers épisodes d'une série pour pouvoir faire leurs critiques. Comme ça, pas de spoil majeur ni de fuite. Ils peuvent juger la série que sur son début et il faut donc penser à nuancer leurs propos. Parfois la suite de la série déchire et ça donne The Punisher, et parfois ça pue juste vraiment la merde et ça s'appelle Iron Fist. Le concept de Si par contre ne paraissait pas très passionnant. Voir des personnes aveugles sur une terre primitive détruite par un virus, j'arrivais pas à trouver ça intéressant ni à comprendre où leur histoire pouvait mener. Le trailer aussi, il donnait pas trop envie. On y voit des plans très beaux, mais tout plein de trucs étranges. Les personnages paraissent bizarres, ils agissent étrangement, ils ont l'air d'être dans un délire total qu'on ne comprend pas. Bref, on n'arrive pas à saisir la puissance du concept. Le pire, c'est que même si le spectateur fait l'effort de regarder l'épisode 1, il risque toujours d'être déçu. C'est l'épisode le plus boiteux de la série, et il y a des trucs qui nous paraissent décalés ou absurdes, qu'on verra plus jamais. En fait, toute la présentation de la série, que ce soit sa communication, son trailer et son premier épisode, sont tous un peu chelous. C'est con parce qu'ils montrent en rien en quoi la série est stylée. Pour mieux vous faire comprendre à quel point ce lancement est un petit peu bordélique, j'ai deux scènes opposées à vous montrer. Une boiteuse et une passionnante qui résume mon engouement pour la série. Du coup, ça c'est une scène dans l'épisode 1, on découvre le village de Baba Voss et de sa tribu d'aveugles. On se dit ok, comment ça se passe, etc. Et là, on va les voir, voilà, on les voit juste à l'écran. On les voit en train de se déplacer, on voit que Baba Voss, enfin Jason Momoa, il n'y a pas plus d'incidence que ça, que le fait qu'ils soient aveugles. Ils tiennent avec des bâtons, ils sont en train de faire des bruits, ils crient, ils tapent sur une corde. T'es en train de te poser des questions, tu te dis ok, comment ils ont construit ces maisons, etc. Et en fait, comme tu connais pas cet univers, comme tu connais pas ces personnages, tu sais pas comment ils fonctionnent, tu comprends rien en fait leur comportement. Tu sais pas pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils font du bruit, en quoi ça leur limite du coup le fait qu'ils soient aveugles, parce qu'ils arrivent à construire des maisons, mais ils ont besoin d'une corde pour se diriger, mais pas leur chef qui arrive à se diriger tout droit. Qu'est-ce qui change, pourquoi il crie, pourquoi il y en a un qui fait du fouet à côté des flammes là. Mais moi qui ai vu toute la saison, je comprends même pas ce qu'il fout ici en fait. Enfin, il y a plein de trucs qui sont très perturbants dans cette séquence. Le fait qu'ils crient, le fait qu'ils agissent, enfin qu'ils font un petit peu des trucs, des bruits comme des animaux et tout, comme si ils vont à la guerre et tout quoi. Mais le fait qu'ils fassent tous ces bruits là,
on le revoit plus après en fait. Et voilà, on voit plein de choses qui sont posées, plein de bases qui sont posées dans cet épisode 1, qui ne serviront plus après, qui ne seront plus montrées. Donc pourquoi montrer des choses aussi étranges pour ensuite ne plus les utiliser ? Avant de vous montrer la seconde scène, je vais vous donner un peu plus d'outils pour capter le kiff visuel que propose Si aux spectateurs. Entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il y a un flash forward pour éviter qu'on se fasse trop chier à suivre les jumeaux grandir, et on les retrouve quasi adultes. Le temps a passé, mais les chasseurs de sorcières, eux, les recherchent toujours. Ainsi, comme la quasi-totalité des personnages sont aveugles, on apprend en les regardant comment ils se déplacent, comment ils se repèrent, comment ils agissent. Ils ont une technique qui leur est propre et très différente des jumeaux qui, eux, bien qu'ils peuvent voir, ont l'air maladroits lorsqu'ils sont dans un environnement contrôlé par des personnes aveugles. En tant que spectateur, on voit bien plus de choses qu'eux. On se rend compte des menaces qui entourent les personnages qu'on suit, on essaye de prévoir ce qui peut se passer, on stresse pour eux et notre intérêt est décuplé pour la série. Le fait d'avoir ce concept d'humanité aveugle qui se bat dans un univers primitif, c'est absolument passionnant. Foutez dedans des jumeaux qui peuvent voir et vous avez un nouveau point de vue différent ajouté à la série. Celui des aveugles, celui des jumeaux et le vôtre. Du coup là on est plus tard dans la saison et on voit que Maghra elle est isolée dans un tronc avec la guérisseuse du village, alors qu'il y a plein de chasseurs de sorcières partout. Donc elle peut pas les voir mais elle peut juste les entendre. Donc on va entendre les chiens, les bruits de fouet, etc., les combats à côté, pendant qu'il y a Babavos et Kofun qui vont les affronter avec d'autres personnes. Donc là on va passer sur Kofun, qui est un des jumeaux qui a la vue, donc lui, il peut se rendre compte dans quel bordel ils sont. Donc il y a des chasseurs de sorcières un peu partout, lui il peut en profiter pour frapper les points qui sont importants sur les ennemis quoi. Et hop, il peut passer à autre chose. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que là, on va passer au point de vue de Babavos, qui lui est aveugle, et qui a un comportement très différent dans son environnement. Parce que là, on voit, il se déplace, il touche partout, il va être attentif au son, il va émettre des sons en tapant avec sa lame contre un arbre pour amener des chasseurs de sorcières à proximité pour qu'ils puissent s'en débarrasser. Et voilà, hop, un de moins, il va pouvoir passer à autre chose. L'objectif, c'est qu'il ne se fasse pas repérer par les autres. Ils vont le louper, c'est parfait, il va pouvoir continuer. Ennemi suivant, on retourne sur Maghra. La série Si arrive à nous captiver une fois passé le premier épisode. Elle nous embarque dans une aventure intrigante, empreinte de nouvelles cultures et de nouvelles religions, dans un décor certes inconnu, mais qui regorge parfois de détails que nous seuls pouvons comprendre. C'est un vrai kiff d'entrer dans une nouvelle scène de tension et de combat, car on sait qu'on va être récompensé visuellement. On se demande d'où va venir le danger, comment vont se déplacer les personnages, bref, visuellement, la série en jette, je la trouve trop bien et j'ai trop hâte à la suite. D'ailleurs, Bolayon, je l'adore, c'est mon personnage préféré, la scène où on la voit pour la première fois en tant que Shadow, c'est trop stylé. Autre point positif supplémentaire pour la série, le showrunner de Si, c'est celui de Peaky Blinders, Steven Knight. Les noms derrière les œuvres sont importants, puisqu'ils peuvent déterminer déjà l'attrait que va avoir tel ou tel projet pour nous. D'ailleurs, l'un des plus connus dans le jeu vidéo et aussi pour son humour un peu beauf et prout-prout, a sorti en 2019 mon jeu préféré de l'année dernière. J'en ai presque crié mais bordel, c'est un génie quand j'y ai joué et je suis désormais fan de ce monsieur au melon surdimensionné. Ce jeu, c'est Death Stranding, créé, écrit, produit et réalisé par Hideo Kojima, le Xavier Dolan du jeu vidéo. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Death Stranding est une œuvre compliquée. Compliquée à expliquer, compliquée à montrer, compliquée à donner envie et surtout compliquée à vendre. C'est pas pour rien qu'à chaque fois que le jeu a été montré au public, c'était à travers une cinématique cryptique qui laissait tout le monde un peu perplexe et confus. Ce choix a été le bon puisque les cinématiques ont intrigué énormément de monde, alors que les séquences de gameplay qu'on a pu voir quelques mois avant la sortie du jeu ont plutôt refroidi le public. Mais alors, comment donner envie d'y jouer ? De mon côté, je connaissais que le concept du jeu. Tu incarnes Sam Porter Bridges, interprété par Norman Reedus, et tu livres des trucs, ce qui est, il faut l'avouer, pas très vendeur. Mais s'arrêter là pour ce jeu serait bête car il a énormément de choses à offrir, à commencer par son univers. Complexe à en vomir des lignes et des lignes d'explication pour chacune de ses particularités, Death Stranding n'est pas facile à expliquer ni à aborder. On peut comprendre le jeu uniquement manette en main. Toutes les cinématiques que j'ai pu voir en live ou sur YouTube ne m'ont jamais autant perdu, et une fois que je les ai vues en jeu, j'ai jamais été aussi passionné. Attendez-vous à en voir plein et surtout ne lancez pas une cinématique si vous êtes attendu par des potes. Rien qu'avec ces cinématiques, Death Stranding m'a passionné, sachant que le jeu dispose d'un casting 5 étoiles. Tenez, je vous balance les quelques noms si jamais vous les connaissez pas déjà. Mais là où le jeu a frappé très fort pour moi, c'est quand on m'a expliqué le véritable concept du jeu. Ok, on doit reconnecter l'Amérique en faisant des livraisons et en branchant les bunkers entre eux avec des clés 5G. Mais derrière tout ça, il y a bien plus.
Dans Death Stranding, le monde est dévasté et seules quelques personnes s'aventurent à la surface pour faire des livraisons. Le Death Stranding, en soi, c'est un cataclysme qui a détruit une bonne partie du monde, et désormais des échoués, des créatures invisibles, sont apparus à la surface. Invisibles pour l'œil humain, ils contaminent et tuent de manière implacable toute personne avec qui ils entrent en contact. Vous êtes donc un livreur et vous êtes spécial car vous êtes un rapatrié. En cas de mort, vous revenez à la vie grâce à votre plage. Ne m'en demandez pas plus, c'est compliqué. Quand vous allez arriver dans une nouvelle zone, vous allez devoir l'affronter donc tout seul, avec votre Bibi, le bébé dans la capsule orange, et votre Odradek, le petit scanner qui s'affole. L'Odradek va vous indiquer s'il y a des échoués pas trop loin en piaillant, tandis que votre Bibi, lui, va vous permettre de les voir et de les éviter. Ici, vos adversaires sont le terrain et les échoués. Si vous abîmez votre cargo, vous aurez une moins bonne note et moins de likes. Un contact avec un échoué, c'est du stress assuré et du cargo abîmé. Et ça, personne ne le veut. Alors vous allez faire attention. Observez la carte, choisir votre chemin, scanner la zone, poser des échelles, traverser des rivières, balancer des cordes pour descendre d'une falaise, retenir votre respiration à côté des échoués. Et à la fin, vous allez arriver à votre destination. Vous allez poser vos affaires, livrer votre cargo et connecter le bunker. Et là, vous êtes connecté au réseau Kyrol. Et tout ce que vous avez posé durant votre progression, toutes les échelles, les cordes, les blocs pour poser les affaires, etc., les autres joueurs le voient. Et tout ce que eux ont posé ou construit, vous le voyez et vous pouvez l'utiliser. Si vous construisez un pont, des dizaines de joueurs vont l'utiliser et l'emprunter. Si vous participez à la construction d'une route, ils vont tous pouvoir en profiter pour rouler dessus avec leur véhicule, vous le premier. Si vous construisez des tyroliennes pour slalomer entre les crêtes, vous ferez des heureux. Encore une fois, vous le premier. J'ai passé plus d'1 heure à récupérer des matériaux et à poser toute une chaîne de tyroliennes pour faciliter la progression des autres joueurs. Ouais, on fait ça pour s'aider un peu, mais le plus grand kiff c'est de faire ça en sachant que d'autres joueurs seront trop contents de pouvoir en profiter et qui te seront reconnaissants, en mettant des likes par exemple. Quand toi tu te balades et que tu tombes sur une construction ou un véhicule dont tu as pile besoin, bah t'es le roi du pétrole. Et toutes ces émotions, cette collaboration que le jeu te pousse à faire qui bénéficie à tout le monde, je l'ai jamais vu ailleurs et c'est quelque chose d'absolument formidable. Quand j'ai appris ça sur le jeu, je me suis dit que c'était fou comme concept, mais j'avais des réserves. Ok, c'est stylé, t'es relié aux autres joueurs et tout, mais tu marches quoi, c'est chiant non ? Donc j'ai lu quelques articles supplémentaires, et puis j'ai vu cette séquence de gameplay qui est au tout début du jeu, et ça m'a frappé la gueule.
Même en ayant vu la séquence que vous venez de voir, quand c'est arrivé à mon tour d'appuyer sur la gâchette pour scanner la zone, j'ai tout de suite compris l'enjeu de ce type de gameplay et comment ça allait fonctionner. Qu'il allait falloir faire gaffe au pas que j'allais faire, à l'équilibre avec les poids correctement répartis, aux choix que je devrais faire pour le chemin à prendre, bref. J'ai adoré Death Stranding et je m'y attendais pas du tout. L'univers du jeu, ses cinématiques aussi, ses musiques m'ont passionné. Death Stranding m'a marqué bien plus que ce à quoi je pouvais m'attendre. Dans Death Stranding, il y a énormément d'images qui vous restent en tête, et tout ça c'est dû à un travail remarquable sur les personnages, les scènes, la musique, l'ambiance, les décors, la plastique et l'univers du jeu. Le personnage de Mads Mikkelsen est sans conteste le plus frappant, et l'emblème qu'on retient le plus après Bibi et la plage. Il me suffit de voir de l'encre sur un visage, un boîtier orange porté sur un corps, ou l'évocation d'une plage avec une majuscule pour immédiatement y penser. Death Stranding est un jeu qui parle d'isolement où vous allez reconstruire le monde qui vous entoure en reconnectant les gens entre eux. D'un pays fragmenté à un monde connecté, vous incarnez le seul espoir de ce futur possible. L'environnement dévasté, les longs silences, les échoués qu'il faut éviter, les flancs de montagne à gravir, les musiques lancinantes, tout porte à vous faire prendre conscience de votre solitude lorsque vous effectuez vos missions. Et le soulagement quand vous arriverez enfin à destination n'en sera que décuplé. Si le sujet vous parle, si le gameplay vous intéresse, si l'univers vous intrigue, ou si l'idée d'un film interactif vous tente, vous savez quoi faire. De mon côté, j'avais peur d'abandonner le jeu en cours de route, mais même des mois après l'avoir terminé, il arrive encore à me captiver et à peupler mes rêves. Je remettrai sûrement les pieds sur ce terrain islandais dévasté pour faire une dernière livraison au milieu des échoués. En attendant, bon visionnage et bon jeu à vous, kiffez bien ce que vous avez à l'écran. You can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars. We embark and keep us together as the lights go dark. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Là j'ai regardé une première version du montage pour me rendre compte des petits trucs que je pouvais modifier. J'ai notamment vu que j'ai toujours les mêmes défauts qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui vont être bien trop courtes pour vous puissiez la lire, en profiter, etc. Donc ça c'est quelque chose que je modifierai plus tard. Là je peux pas le faire, c'est trop complexe. Je suis content du coup de mon montage plus dynamique, avec ça bouge, etc. un peu plus, et aussi de l'autre chose que j'ai voulu faire, c'est inspiré de ce que fait le Cercle Cinéma de Canal+, qui est une émission du coup de cinéma, où le chroniqueur ou la chroniqueuse va prendre une séquence précise dans un film pour en parler, pour la commenter en live, pour du coup donner envie, expliquer, intéresser, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai vu avec que j'ai fait avec pardon. J'ai vu que du coup c'était un peu compliqué parce que j'allais très très vite, mais voilà, c'était une première fois, donc je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. En description, vous retrouverez les différents liens vers des news, articles ou vidéos qui m'ont intéressé ou qui m'ont permis de me forger un premier avis, que ce soit sur Death Stranding ou Casablanca, pour si j'avais rien vu ni rien, etc. Encore merci d'avoir vu mes vidéos, et surtout n'oubliez pas, Kristen Stewart, meilleure actrice. Pourquoi mettre la cloche sur ma chaîne quand je sors une vidéo par an? Bonne question. Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais devoir changer si je fais une prochaine vidéo. Ça me fatigue. Très important. Soutenir Kristen Stewart, oui, mais aussi, dites tout.